Alors, je suis née le 21 novembre 1931 à Asnières, en bordure de Seine. Alors, mon père était pharmacien et maman nous a élevés. Maman n'avait pas de profession, elle nous a élevés. Mon père était international du Racing Club de Paris et pharmacien en même temps, mais c'était pas professionnel à l'époque, c'était des amateurs. Donc il était beaucoup pris par le foot et il a 5 médailles d'or quand même de son périple en tant que footballeur, parce qu'il était avant-centre et très, très renommé, paraît-il. Puis après, ben, ça a été la déclaration de la guerre 39-40. Là, ça a été pour papa l'opportunité de pouvoir vendre la pharmacie pendant sa permission et de créer la pharmacie à Morlaix. Donc là, on est venu habiter sur Morlaix à plein temps. Et c'est la déclaration de la guerre 39-40 qui nous a fait rentrer sur Morlaix. Et comme à Morlaix, on avait le droit à une 8e pharmacie, vu le nombre d'habitants, papa a pu créer la 8e à Morlaix. C'était très grand, hein, une très très grande pharmacie, avec les comptoirs. Peut-être que maintenant, les intérieurs des pharmacies ont changé par rapport, on a beaucoup plus de placards. Là c'était vraiment des meubles, des grands comptoirs en bois, beaucoup de vitrines aussi, où on exposait les autres colonnes, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas que le côté pharmacie médicale, il y avait aussi bon, les pastilles de gomme, par exemple, on avait des gros bocaux avec des boules de gomme, puis tout ce qui était un petit peu parapharmacie aussi, dans les produits hygiéniques, que ce soit le dentifrice, des choses comme ça. L'époque était totalement... C'est pas du tout comme maintenant. Par exemple, pour le rhume, on avait un médicament ou deux. Il y avait l'aspirine, il y avait la béganine. Voilà, moi j'ai connu ça. J'ai travaillé à la pharmacie avec mon père jusqu'à mon mariage. Maintenant, vous avez 50 produits pour mal à la tête. Là, il y avait peut-être 3-4 laboratoires qui faisaient les sirops, hein, l'eucalyptine, le brun, toutes ces vieilles marques-là qui ont disparu. Maintenant, et puis on travaillait beaucoup soi-même quand on faisait tous les cachets, on faisait les sirops, on faisait les pommades. Alors j'ai encore des bocaux, enfin pas des bocaux, mais avec le pilon là pour écraser les cachets. Moi je me rappelle de faire dans des plaquettes, on mettait les petites pastilles comme les hosties là maintenant, et puis on remplissait. Mais alors chez mon frère, justement, chez ton grand-père, c'est maintenant chez mamie, chez ma belle-sœur, les petites balances au milligramme près, quoi. Des petites balances que mon jeune frère après a pris, puisque c'est lui qui était pharmacien après papa. Et ça j'ai des souvenirs comme si c'était hier, quoi, de me voir coller les cachets. On faisait beaucoup. Est-ce qu'on peut appeler ça de la parapharmacie? On n'avait pas le droit, par contre, de toucher aux produits comme la morphine ou des choses comme ça c'était sous clé. Mais autrement, le reste, on avait comme un petit laboratoire où on préparait beaucoup de produits, quoi. On a surtout le souvenir de voir quand même arriver les Allemands, pas en Bretagne tout de suite, hein, parce que c'est surtout la région parisienne qui a été quand même touchée les premiers. Pour alors, on avait déjà quitté Paris. On était en Bretagne, mais on a quand même un vague souvenir de voir arriver les Allemands à Morlaix, à Carhaix, en Bretagne, quoi. Et avec lesquels on a vécu quand même mur à mur et côte à côte, parce que chez mes grands-parents, ils logeaient chez l'habitant. Chez mes grands-parents, on avait un officier allemand avec son ordonnance qui logeait là. Et autour de chez mes grands-parents paternels, c'est pareil. Les maisons étaient occupées par les Allemands, quoi. Donc, mais on ne peut pas dire que ce soit... On ne se rendait pas compte que ça pouvait être
dangereux comme ça a été après, quoi. Après les exactions qu'il y a eu. Par contre, ils occupaient l'école. À l'école où j'étais à l'école, les Allemands occupaient toute l'école. Moi, j'allais en cours. On avait un grand jardin à l'école avec des poules et puis tout ça. Et puis on allait en cours dans le poulailler avec les religieuses. Et après, quand les Allemands ont pris encore plus d'assurance, les écoles sont venues chez l'habitant. Donc chez ma grand-mère, il y avait une classe de CM3, enfin CM2 ou CE2 ou CE1. Et dans toutes les maisons, il y avait des classes, ouais, des cours. Je crois qu'on a été les derniers, nous, on devait être 3, dans le poulailler à l'école, avec notre prof de musique qui n'était pas du tout prof scolaire, quoi. C'était mon prof de piano. C'est elle qui nous faisait faire des maths et puis de l'orthographe, répéter les poésies ou autre chose, quoi. Mais on n'avait pas peur. Je ne peux pas dire que quand je suis rentrée en sixième, on était dans une cabane aussi, et les Allemands étaient dans l'école. Et ça a duré jusqu'à le débarquement, quoi. Donc toute cette période-là, c'était jouer dehors, être dehors. Dans les quartiers, on vivait beaucoup dehors, hein. Pas l'hiver évidemment, mais à partir du printemps, on était entouré de champs, de la rivière, on se baignait dans la rivière, on jouait dans les champs, on marchait énormément. On faisait beaucoup de grandes randos avec maman aussi. On partait à 5-6 kilomètres pour toute notre enfance, quoi. On a beaucoup marché. Et chez mes grands-parents paternels, ma grand-mère avait des fermes, donc elle allait voir ses fermiers. Et là, pareil, on partait à pied de Carhaix. Alors, à pied aussi, on faisait à peu près, dans la journée, on faisait bien 10 kilomètres, quoi. 5 au moins, ou 6 sur l'aller-retour. Et ma grand-mère nous disait toujours, on reviendra avec la voiture à Pingot. Puis quand on était fatigué, on n'avait quand même que 7, 8, 9, 10 ans, quoi, à l'époque. On reviendra avec la voiture à Pingot. Qu'est-ce que c'est, mamie? Ah ben c'est la moitié de la route à pied, l'autre moitié en chantant. Et là, on commençait à chanter. Et on revenait en chantant chez les grands-parents. Et ça, c'était aussi beaucoup pendant les vacances, entre la guerre, quoi, et puis le problème après avec l'occupation allemande, ça a été encore différent. On n'avait plus le droit de venir au bord de la mer, on n'avait plus le droit de faire beaucoup de choses. Donc on vivait un peu, pas en vase clos, mais très proches tous les uns des autres, quoi. Hein, les cousins, on vivait tous ensemble. Chez ma grand-mère, tout le monde mangeait ensemble. Les maris étaient à la guerre. Hein, tout le monde était parti, donc ma grand-mère avait récupéré, c'est pas le mot, avait réuni maman avec ses belles-sœurs et nous tous, les 11 petits-enfants, on a toujours beaucoup échangé en famille des deux côtés, hein, du côté de mes parents Guizou et du côté de mes parents Konya aussi. Donc des jeunesses très riches. Par contre, on mettait le couvert, on débarrassait, on aidait à faire la vaisselle. On n'a jamais été assis sur une chaise que pour être à table. Mais après, alors, on nous faisait faire le service, on nous faisait débarrasser, on nous faisait aller faire des courses. Il n'y avait pas toutes les commodités qu'on a maintenant, hein. Il n'y avait pas l'eau courante non plus à Morlaix. On allait à la pompe chercher l'eau. On allait à la rivière après se baigner, des choses comme ça. On a été... Ils n'étaient pas durs, mais vraiment bien... Ils nous ont bien élevés, quoi. En tant que grands-parents, tout en étant rigides sur certaines choses, quoi. Et au point de vue éducation, quand même, on n'avait pas le droit de dire un gros mot, hein. On ne se serait pas permis. Et je me rappelle, étant à cette époque-là, d'entendre... On écoutait la radio. Il y avait beaucoup de messages
qu'on revoit, d'ailleurs qu'on a beaucoup retransmis cette année là, avec le 80e anniversaire, là, beaucoup de messages. Et il y en a un qui nous a toujours marqué, c'était le canapé est au milieu du salon. Et on a toujours su que c'était le bombardement de Morlaix. Que quand ça passerait à la radio, cette phrase-là, c'est qu'il fallait se préparer tout de suite, quoi. Et ça, papa le savait, puisqu'il faisait partie de la résistance. Et il y a beaucoup de messages comme ça qu'on écoutait et qu'on a compris, quoi. Même nous qui étions enfants, on savait ça. Mais on n'a jamais dit qu'on écoutait la radio. Et papa a dû rentrer assez tôt parce qu'on était très amis avec le docteur Lejeanne, qui était le chirurgien de la clinique à Morlaix, et qui, lui, était déjà le commandant Noël désigné par je sais pas moi, ça venait d'Angleterre. Donc lui, on n'a jamais su qu'il était le commandant Noël, le chef de la résistance de toute la région de Morlaix. Et comme papa, on travaillait très, très, très proche des médecins de Morlaix aussi, des cliniques et de l'hôpital de Morlaix. Il cachait des parachutistes. Donc, les parachutistes avaient des points de chute ici, dans la région, où papa était donc au maquis de Saint-Laurent. Et il y avait un autre maquis à côté de l'Andivisio, là aussi, qu'on a visité. Et il y avait beaucoup de parachutage à l'époque. Et quand il y avait des points de chute comme ça, il cachait les parachutistes dans ces lits à la clinique, comme des opérés, quoi. Et papa était son agent de liaison. Donc c'est lui qui recevait les messages, qui après, quand il a été dénoncé, ça a été une chance énorme que les deux résistants qui venaient, on lui avait déposé des armes, donc parmi les médicaments aussi. Et ces deux jeunes-là se sont trompés d'heure. Ils sont venus 1 heure avant. La pharmacie était fermée à 2 heures. On avait dû leur donner rendez-vous peut-être à 3 heures ou 4 heures de l'après-midi. Et ils sont arrivés avant 2 heures. La pharmacie n'était pas ouverte. Et puis ils sont restés attendre. Et dès que on a ouvert, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont partis. Et 1 heure après, la Gestapo était là. Donc, la personne qui a dénoncé savait l'heure. Donc c'était quelqu'un de proche quand même, ou d'un milieu de résistants, ou de quelqu'un qui aurait parlé, quoi. Mais comme ils n'ont rien trouvé, ils ont quand même été arrêtés et puis mis dans des caves, quoi, jusqu'à ce que le débarquement a lieu. Et au bout dans la semaine, comme on voyait que ça se rapprochait quand même assez vite, un officier allemand, encore un autre, qui était là aussi par son travail, quoi, qui n'était pas du tout de la Gestapo, qui s'appelait le commandant Keller, je me rappelle de son nom, est venu ouvrir la porte des caves où ils étaient en disant le débarquement a eu lieu, partez vite. Et là, ils n'ont pas attendu le reste. Un moment est allé le chercher. Et c'est à partir de là que le soir même, mon père dit « Vous ne restez pas à Morlaix, vous repartez sur Carhaix chez les grands-parents ». Et comme on n'avait pas de voiture, il a demandé au marchand de charbon de nous amener avec son cheval et sa charrette à Carhaix. On a fait Morlaix-Carhaix dans la carriole du charbonnier avec mon père en vélo derrière. Et puis là, quand on est resté chez mes grands-parents, mon père est revenu en vélo et puis on l'a plus revu, quoi. Nous, on le croyait à Morlaix, mes grands-parents de Morlaix le croyaient à Carhaix avec nous, mais il avait rejoint le maquis à ce moment-là, quoi, de manière à arriver en ville après la libération, quoi. Il est parti, dans le maquis
qu'après avoir été libéré. Avant, personne n'a jamais su. Il était pharmacien, mais tout ce qu'il faisait, c'était en cachette, quoi, hein. Il allait soi-disant voir son frère à Plouigneau en vélo, mais c'est parce qu'il y avait des contacts sur Plouigneau, ou des contacts avec le docteur Lejeanne. Il allait à la clinique, soi-disant, voir un malade. Ça, on n'a jamais su, hein. Il n'a jamais raconté son périple pendant toute cette période-là, quoi. On a su des brides qu'après, hein. On savait qu'il allait écouter avec mon grand-père la radio, puisqu'on savait que le bombardement aurait lieu à Morlaix. Il y a plein de choses sous le couvert qu'on savait, encore pas nous, on n'avait pas le droit d'écouter non plus beaucoup. Il parlait en breton quelquefois pour ne pas qu'on comprenne, quoi. Mais c'est certain qu'on n'en sait pas beaucoup plus, quoi. Puis on était aussi, quelque part, on était trop jeunes pour réaliser, hein. À 14 ans, ce n'est pas les 14 ans de maintenant, hein. C'est comme si on a quelqu'un de 10 ans maintenant, quoi. Il y a eu une évolution quand même énorme entre notre jeunesse à nous et puis les jeunesses après et maintenant. On est beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe, d'abord par Internet, la radio. Nous, on n'avait pas ça, à part la radio en cachette, on n'avait que le bouche à oreille. Je ne peux pas dire que la guerre nous ait appris grand chose, parce que on vivait avec cet esprit-là déjà avant, hein. On a été élevé dans la tolérance, dans le bénévolat, dans le partage. Donc la guerre nous a fait faire exactement ce qu'on faisait avant. Hein, quand il y avait des réfugiés qui arrivaient à la déclaration de la guerre, on a eu beaucoup de familles qui sont arrivées du Nord. Et je vois j'allais avec ma grand-mère, comme on n'avait pas l'eau courante, on allait à la rivière avec des serviettes et du savon pour les faire se laver. On les ramenait à la maison. On a beaucoup fait beaucoup de bénévolat, hein. Mes grands-parents étaient mes parents, mais partout chez nous, on est baignés dans le bénévolat, c'est le cas de dire, hein. Donc, on a toujours connu ça, et pendant la guerre, pareil, on a toujours partagé ce qu'on avait pu avoir et qu'à côté, il n'y avait pas. On a toujours partagé, on continue à le faire. Et après aussi, moi j'ai toujours été bénévole depuis mes 14 ans. Depuis ces périodes-là, on a appris à vivre ensemble, quoi. Jamais seul à la maison, hein. Il y avait toujours quelqu'un qu'on pouvait aider. J'ai connu ça tout le temps. Donc l'après-guerre n'a pas changé notre façon de voir les choses, ni notre façon de vivre, quoi, hein. Et on continue. On a toujours continué. Moi, mon père m'a toujours fait aller bénévole auprès des personnes âgées, bénévole à l'école pour aider les jeunes, faire partie pas des scouts, mais des guides, où j'ai été aussi tout le temps avec des enfants plus jeunes, avec d'autres, à l'école, à s'aider aussi. Au point de vue devoir, on s'entraidait, hein, parce que moi, c'est pas ma grand-mère qui m'aurait appris les mathématiques, si, mais pas l'algèbre, surtout. Et j'ai des souvenirs d'avoir quand même beaucoup partagé avec d'autres aussi en classe, pour ce qu'on n'a pas compris, ou les uns et les autres. C'était naturel d'être comme ça. Et puis, cette période de la guerre ne nous a pas permis de faire des études, dans le sens où on était 2 mois dans une école, 2 mois après, on était dans une autre, et puis 3 mois après, on n'a jamais été pendant 5 ans, une année dans la même école. Donc, les matières changeaient, les programmes changeaient, et c'était très compliqué d'arriver à suivre ou à apprendre.
Non, on était étourdis. Enfin, j'étais étourdie. Il y en a qui arrivaient. Mais j'aimais beaucoup les mathématiques, sauf l'algèbre. Mais j'étais toujours première en musique, en solfège. J'aimais beaucoup aussi bon, tout ce qui était poésie, évidemment chant à prendre par cœur. Mais j'aimais bien l'école. Et j'étais toujours bénévole à l'école aussi, parce que pendant la guerre, on n'avait pas de cire ni rien. Alors, on cirait toutes les tables avec de la cire à bougie. Et on faisait le ménage, on faisait... C'est vrai, beaucoup de souvenirs agréables, mais j'ai jamais... Mes grands-mères ne m'ont jamais fait répéter mes leçons. Et comme je n'étais pas chez mes parents non plus, ben, on ne m'a jamais fait travailler le soir. C'était à moi de me débrouiller, quoi. Alors, si je n'avais pas compris quelque chose, ben, c'est sûr que ce n'était pas le top le lendemain. Et puis, on a bossé à l'étude, mais l'étude, on n'avait pas le droit de parler non plus. On n'avait pas le droit de céder pendant l'étude. Chacun faisait son travail, et si on n'avait pas compris, ben, il fallait attendre le lendemain pour qu'on nous explique, quoi. Puis après, on a commencé à apprendre l'anglais. On n'apprenait que l'anglais, nous. On n'apprenait pas d'autres langues. On n'avait pas le droit de parler breton, déjà. Il ne fallait pas qu'on comprenne. Même quand je travaillais à la pharmacie, bon, on avait une clientèle quand même, des gens de tous les environs de Morlaix qui parlaient breton. Et mon père parlait très très bien le breton. Mais dès que je voyais, je savais... Je sais ce qu'il veut demander, donc ce n'est pas à moi qu'il va s'adresser. Et il s'adressait en breton à papa. Je comprenais, mais je ne parlais pas, non. Sauf en chant, parce que je fais partie de deux chorales encore, et j'ai fait partie de l'ensemble choral du Léon, donc où on chantait... Les 3/4 de notre répertoire étaient en breton, de chants gallois, irlandais, et beaucoup de chants du pays de Galles que notre chef de chœur, qui était Monsieur Abjean, prêtre de ma paroisse, très très renommé en musicien et compositeur, et qui a traduit tous ces chants, comme le Monde d'Avedor, qu'on appelle l'Amazing Grace. Il a tout traduit en breton. Qu'est-ce que je pourrais... le Kenavo, par exemple, qu'on chante encore là maintenant, presque à tous les obsèques de copains, donc, qui s'appelle Quand est en neusa galonvad, en enorda bodazoué, maliol skulma danen kuitat, quand est en enorarante. Kena bodiol, guivre tonet, bleuiara les benes, et pep calon ouzo gouelet, et norior huira trugaré. Et c'est un kenavo, quoi, le au revoir pour différentes occasions. Et là, maintenant, quand on a un décès dans notre chorale, à la fin de la messe, sous le porche, à 4 voix, on chante ce kenavo qui émeut énormément les familles. Là, on a vu pas mal de décès de mes copains de mon âge, quoi, je suis la doyenne maintenant de toute la chorale aussi. En seconde, après, mon père m'a fait entrer à l'école à l'ouvroir, je ne sais pas si ça s'appelle toujours l'ouvroir, c'est l'école de couture, apprendre à faire des patrons, apprendre à dessiner, apprendre à coudre sans qu'on voit les points. Donc là, j'ai fait aussi une année, presque 2 ans, parce que comme j'aimais beaucoup la géométrie, j'avais beaucoup de plaisir à dessiner les patrons, quoi, à travailler les patrons. Et ça m'a permis d'habiller tous mes enfants, de m'habiller entièrement jusqu'à encore maintenant. Maintenant, je peux plus lire. Alors, je peux plus tricoter non plus. J'ai beaucoup tricoté. J'ai fait des modèles de tricot aussi, parce que maman m'a appris très jeune à tricoter. Donc, je travaillais pour la vitrine d'Annie Blatt,
et la vitrine de magasin de tricot, quoi. Mais uniquement pour des modèles à mettre en vitrine, quoi. Et après 18 ans, j'ai eu donc, j'avais appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Alors là, mon père m'a demandé de venir travailler avec lui à la pharmacie. Donc je suis rentrée en bénévole, si on veut, parce que je n'étais pas payée. J'étais déclarée à la sécurité sociale et j'avais mon petit pécule, comme on dit, mon argent de poche. Mais à l'époque, c'était comme ça, hein. Et papa mettait les sous que j'aurais peut-être dû toucher sur mon livret de caisse d'épargne. Alors c'était bien fait aussi, hein. Au départ, je trouvais que ça faisait aussi un peu partie du bénévolat dans lequel j'étais déjà, hein. J'ai toujours vu mon père et pour moi, c'était aider les autres. Un médecin, un pharmacien, ça a toujours été aussi le but de guérir quelqu'un, d'aider les autres. Donc ça partait un peu dans ce sens-là. Puis je vois pas trop après dans quoi j'aurais pu m'embarquer. Je me voyais pas être couturière ni de choses comme ça. Je faisais beaucoup de couture, mais pour moi, enfin pour moi, pour mes enfants, beaucoup pour mes copains, pour mes copines, hein. J'habillais autant mes amis que moi ou mes enfants, ou mes cousins ou mes cousines. Mais ça m'a convenu, oui, j'ai rien à dire de ce côté-là. C'était enrichissant aussi, parce qu'on voyait, on ouvrait à 9 h, on fermait à 7 h, ben on voyait quand même des gens tellement différents, hein. Même au point de vue caractère, au point de vue... il y a des gens qui étaient jamais contents, comme maintenant. Il y a des gens qui avaient besoin d'être rassurés, il y a des gens avec qui on pouvait échanger quand même. C'était enrichissant comme contact avec les gens. Je me suis mariée, donc j'avais 21 ans. Je me suis fiancée au mois de septembre 52 et je me suis mariée le 13 juillet 53. Donc j'ai été pratiquement fiancée 1 an. Mon mari a été à l'école avec son meilleur copain en maternelle. Ils ne se sont jamais quittés et quand il est parti faire ses études à Saint-Maur-des-Fossés, il revenait à Morlaix en permission et il était toujours copain avec nos copains de jeunesse dont les parents se connaissaient. Donc mon père aussi était directeur du stade morlaisien où il a commencé à jouer. Après, il a été le responsable des gars de Morlaix. Donc on était tout le temps avec tous les dimanches, on était au foot, hein. On faisait beaucoup de trucs avec les jeunes. Et quand on sortait, on allait donc, si on allait faire des randos, on était encore entre jeunes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et un jour, un des copains me dit « Oh, attends, tiens, il faut que je te présente mon copain d'enfance, avec qui il continuait à se boire. » Mais bon, alors mon mari était au service militaire. Et j'ai donc été présentée à mon mari en militaire avant qu'on aille à la messe, parce qu'on allait tous à la messe. C'était encore, peut-être pas pour la messe à l'époque, c'était pour se retrouver tous ensemble à la même messe à la même heure. À la dernière, la messe d'11 h, pour qu'on ait le temps. Et après la messe, on restait aussi bavarder. Et après, on se donnait rendez-vous pour aller l'après-midi, soit sur les environs de Morlaix, soit à condition qu'on soit rentré à 7 h. Et au fil des dimanches et des dimanches, après, mon mari venait ici en vacances et mon frère et moi, on venait en vélo. J'ai eu un vélo pour mes 18 ans. Hein, c'était mon premier vélo.
à 18 ans, donc on faisait beaucoup de rando en vélo. Et on venait à Lauquirec en vélo de Morlaix. Alors, et ce n'était pas la route actuelle, c'était autre chose. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon mari. On faisait beaucoup de bateaux aussi. Hein. On était tout le temps en mer. Mon frère avait un snipe, un de mes copains jeunes avait un charpie, et les troisièmes avaient ce qu'on appelait la petite Marcelle, le petit bateau breton avec une voile et un petit foc. Là. Et on partait à Carantec. De Primel, on partait au château du Taureau. On a fait des pique-niques au château du Taureau avant qu'il soit mis en état, quoi. On était beaucoup dehors. On ne sortait pas le soir tellement, à part le droit d'aller au cinéma. Mais, donc on se côtoyait en relation de jeunesse de l'époque, quoi. Alors que j'avais d'autres relations, enfin pas des relations, mais d'autres copines que je connaissais qui allaient au bal. Nous, c'était pas l'éducation qu'on avait eue, quoi. J'ai travaillé à la pharmacie avec mon père jusqu'à la naissance de mon fils aîné, et parce que je ne pouvais pas rester à la maison comme ça. On ne peut pas faire du ménage toute la journée ou tricoter toute la journée. Et donc mon père il ne m'avait pas demandé, mais j'étais contente de rester. Mon mari partait le matin à 8h et il rentrait à 8h le soir. Hein. Donc on se voyait qu'à l'heure de midi et puis les soirées. Donc je ne me voyais pas rester rien faire. J'étais quand même bénévole puisque mon père m'avait fait être bénévole déjà pendant que j'étais jeune. Et autrement, j'ai travaillé jusqu'à la naissance de mon fils avec mon père. Puis après, j'ai élevé mes 4 enfants et j'ai jamais arrêté après, quoi. Quand je me suis mariée, j'ai un peu demandé à mon beau-père est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose. Mon beau-père est une très grosse entreprise d'ingénieur en chauffage et mon mari a été obligé de prendre la suite dans le sens où la déclaration de la guerre est arrivée. Il a été obligé de quitter ses études à Paris comme ingénieur et il est rentré. Son père lui a dit t'es le seul fils. Il avait une sœur, mais la sœur, les femmes ne travaillaient pas chez mon beau-père. Alors il a dit à son fils tu restes avec moi. Et ça n'a pas du tout été le choix de mon mari. Mon mari n'a jamais voulu être dans cette partie de métier-là. Et ça a été un peu la guerre qui l'a obligé à le faire. Et à partir de là, moi, quand je me suis mariée, je ne me voyais pas rien faire, quoi. Alors j'ai osé demander à mon beau-père si je ne pouvais pas rendre service, je ne sais pas quel terme j'ai pu employer, mais pour être avec mon mari et puis faire quelque chose. Mon père, sur un ton assez froid, m'a répondu « Ma fille, chez nous, les femmes ne travaillent pas », sur un ton que je n'étais pas habituée. Parce que mes parents avaient 10 ans de moins, étaient beaucoup plus modernes que mes beaux-parents. Et c'est vrai que ça... Je me dis, bon, Rabal, je n'avais que 22 ans, hein, on ne disait pas quelque chose à son beau-père. Donc là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait, si, j'ai élevé mes enfants, quoi. Mais j'aurais aimé avoir une occupation quand eux étaient à l'école, quoi. Ouais. Alors là, c'est pareil, j'ai fait un peu plus de bénévolat, un peu plus à l'école. Je me suis mise aussi à donner des cours de catéchèse, à être responsable de classe, à faire des randos avec les enfants par rapport à l'école, mais toujours en bénévolat. Puis mon mari était content que je sois à la maison, quoi. Parce que le bénévolat, pour en finir, c'est un travail à plein temps. Hein. Je m'en rends compte encore maintenant. C'est mon mari qui avait le carnet de chèques, mais on a tout de suite mis en parallèle. Il me donnait une somme par mois pour la maison, pour l'entretien, la nourriture, l'habillement des enfants.
à moi de gérer la somme qu'ils pouvaient me donner par rapport à- aux impôts. Alors, par exemple, je ne payais pas le gaz, l'électricité, le fioul. Mon mari payait toutes ces choses-là. Mais pour juste l'entretien courant de la maison, on s'était fixé une somme et à moi de la gérer. Hein. Oui, il fallait que je fasse avec, ou je pouvais faire des économies dessus, ou je gérais mon portefeuille. Ça m'arrivait de ne pas dépenser tout dans le mois, donc je mettais de côté. J'ai toujours mis de côté ce qui n'était pas dépensé dans le mois, c'était mis de côté. Bon, pour pouvoir peut-être se faire plaisir de quelque chose dont on n'avait pas besoin, soit, mettons on n'avait pas besoin d'une paire de chaussures, à l'époque, on ne changeait pas comme on change maintenant de vêtements non plus, mais pour faire plaisir pour les enfants, pour leur acheter quelque chose dont ils n'avaient peut-être pas non plus besoin, mais que c'était un plaisir, quoi. Mais c'était quand même pas, c'était pas des dépenses exagéré ni inconscient. C'était toujours quand même conscient de ce qu'on faisait avec ce qu'on mettait de côté. Hein. Et après, quand j'ai recommencé à travailler, parce que mon mari a eu un problème en mai 68, bon, ça a été la fin de toutes les grosses entreprises en France. Et mon mari n'étant pas le patron, c'était toujours sa mère qui était l'héritière de l'entreprise. Il fallait qu'il paye un loyer à sa mère, il fallait qu'il gère aussi l'entreprise. Donc ça a été des périodes beaucoup plus compliquées quand les enfants étaient déjà élevés et mariés. J'ai retravaillé avec une relation dans ma rue. C'est arrivé très drôlement parce que même si moi j'avais pas de carnet de chèques encore à l'époque, hein, mais je vous dis au point de vue gestion de l'argent, ça n'a jamais posé de problème, quoi. Hein. Mon mari, si il y avait eu un pépin, on le gérait ensemble. Mais après, quand j'ai recommencé à travailler, là, j'ai été obligée d'avoir un carnet de chèques. Et là, c'était mon argent que je mettais de côté, quoi. C'est la première fois de ma vie où j'avais un salaire. Avec mon père, j'avais un salaire, mais que je ne touchais pas, parce qu'il était sur mon livret de caisse d'épargne. Et après, quand j'ai retravaillé, moi, je mettais de côté aussi pour ce qu'on aurait pu avoir besoin un petit peu en supplément, parce que mon mari n'était pas en retraite. Quand moi, j'ai retravaillé, mon mari n'était pas encore en retraite. Donc, le problème qu'on avait eu avec les entreprises, c'était quand même compliqué aussi de pouvoir gérer. Et après qu'il a eu sa retraite, je faisais aussi un peu ce que je voulais. J'ai commencé à partir à la montagne, par exemple, parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de continuer à faire du sport. Je suis partie une fois avec mes frères. Et une fois que j'y ai goûté, je ne pouvais plus m'en passer. Donc, ce n'était que 8 jours par an. Hein. Donc, ce n'était pas long non plus. Et donc, les enfants venaient avec moi aussi. Et, ce que j'avais aussi sur mon livret personnel me permettait d'aller 8 jours à la montagne avec les enfants, jusqu'à maintenant. Ah je suis toujours, je n'ai jamais arrêté. Je suis toujours le lundi, je suis chez moi, parce que je fais quand même mon ménage, je n'ai pas de femme de ménage, je fais tout mon ménage à Morlaix, ici aussi, je fais le jardin. Le mardi, je fais partie des obsèques aussi, je suis bénévole dans les préparations des obsèques avec les familles, donc j'anime les obsèques. Je suis bénévole le mercredi et le jeudi à Saint-Vincent-de-Paul. Donc aussi, c'est très, très important aussi, on est nombreux. Et le vendredi, je fais toutes les compositions florales dans les 2 églises de Morlaix, et plus à l'Auquirec que tout l'été.
Et le samedi, je me garde en principe mon samedi, sauf s'il y a un mariage. Donc l'autre jour, on a eu un mariage où la m'a demandé d'animer, de participer au mariage. Donc j'ai été animatrice pendant près de 25 ans, 30 ans, tous les dimanches, donc d'animer la messe. Et 45 ans de catéchèse à l'école. Et j'ai arrêté à la Covid, là. C'est la Covid qui a fait un peu disparaître toutes ces... Maintenant, il y a toujours le caté, mais je reste en dépannage, quoi. Là, on a eu les 400 ans du Carmel à Morlaix. Ben, on m'a demandé pendant 8 jours de, de faire toutes les compositions florales, de chanter la messe à 4 voix aussi. On était 5. Donc, il y a toujours quelque chose, quoi. Je sais pas, je crois que c'est dans la nature. Mon père était comme ça, mes grands-mères, enfin mes grands-parents étaient toujours, pas bénévoles comme moi, mais toujours à aider quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, quoi. Hein. Mais pour être bénévole, je crois qu'il faut le sentir soi-même. Je ne sais pas si on peut dire à quelqu'un, mais non, sois bénévole, quoi. Je pense que c'est personnel.